et tous. Je suis Maïwenn Oden, chargée de mission développement territorial chez PQNA et je suis avec Alexia Michou, ma collègue, donc chargée de mission démarche alimentaire de territoire, qui s'occupera de la technique. Donc, vos micros ont été coupés. Nous vous invitons donc à utiliser le chat pour vous exprimer, partager vos ressources, vos propres expériences, les questions que vous vous posez sur le sujet. Euh, L'enregistrement a commencé, donc voilà, c'est pour vous avertir que si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous invite à couper vos caméras. Merci également de vous renommer, prénom, nom, structure, afin de faciliter l'interconnaissance entre les participants et aussi pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc, vous êtes connectés aujourd'hui, c'est à ce webinaire co-organisé par la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, la DRAF Nouvelle-Aquitaine et Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine, donc le centre de ressources qui travaille qui accompagne les territoires sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Il est financé par l'État et la région. Nous accompagnons les territoires à s'approprier les politiques publiques. Pour cela, nous organisons différents temps de rencontre, comme ce webinaire en ligne, mais aussi des temps de rencontre régionales en présentiel. Vous pouvez aussi retrouver un grand nombre de ressources sur notre site internet. Donc, on réalise des guides et outils, des fiches expériences basées sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi ailleurs. On a aussi des articles thématiques, voilà, en fonction de l'actualité. Donc aujourd'hui, c'est le sujet santé-environnement, quel levier d'action pour les PAT? Les systèmes agri-alimentaires sont à l'origine de dégâts environnementaux et sanitaires aujourd'hui largement documentés. Les maladies professionnelles, l'obésité, on peut aussi parler des émissions de gaz à effet de serre, la pollution des eaux et des sols, l'effondrement de la biodiversité, la liste est longue. En ce sens, les pouvoirs publics ambitionnent de renforcer la prise en compte des enjeux de santé-environnement dans les politiques agricoles et alimentaires. Une volonté qui est notamment portée par la loi Climat et Résilience de 2021. Dans les territoires, cette ambition, elle est notamment portée par les projets alimentaires de territoire. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce terme, je pense donc aux PAT qui ont été introduits dans la loi d'avenir pour l'alimentation, l'agriculture et la forêt, la loi LAF de 2014, avec l'ambition, je cite, de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. C'est un dispositif de reconnaissance des PAT qui a notamment proposé l'instauration de 2 niveaux de labellisation. Les PAT sont des outils qui offrent notamment l'opportunité de créer de nouveaux types de partenariats sur le territoire et d'ouvrir des espaces de concertation en mettant en réseau des acteurs territoriaux du monde agricole, public, professionnel ou associatif, qui n'avaient pas forcément l'habitude de collaborer ensemble précédemment. Les scientifiques soulignent d'ailleurs la pertinence d'une déclinaison des politiques agroalimentaires à l'échelle territoriale, car c'est à ce niveau-là que se développent les interactions sociales les plus favorables au changement. Dans ce contexte, la région Nouvelle-Aquitaine ambitionne de faire des PAT un outil transversal concernant la prise en compte des enjeux de santé-environnement. Une volonté qui est notamment inscrite dans le 4e plan régional santé-environnement, le PRSE, qui comporte désormais un volet alimentation. À ce titre, la région de l'Aquitaine, elle est également porteuse d'une feuille de route qui s'appelle Neoterra et qui reprend le concept scientifique One Health, une seule santé, et dans lequel aussi se décline une feuille de route plutôt portée sur l'alimentation et l'agriculture, le pacte alimentaire, qui est co-signé et qui a été co-rédigé par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. On vous met tout l'ensemble des liens de ces références dans le chat. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, PQNA, qui accompagne donc depuis 2018 le réseau des démarches alimentaires de territoire, comporte un réseau de 47 démarches alimentaires de territoire, dont 39 PAT.
Grâce à son expérience, Péquiona a pu constater que le sujet santé-environnement est de plus en plus abordé dans les PAT. En effet, suite à une enquête menée en 2021, on a remarqué que seuls 35% des chargés de PAT déclarent traiter les enjeux santé-environnementaux, contre 74 en 2023. Dans ce contexte, et alors que la future SNANC, Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, prévoit de renforcer les attendus en matière de santé et environnement, la prise en compte de ces enjeux par les PAT devient un élément important dans l'examen des demandes de labellisation. C'est pourquoi la DRAF de Nouvelle-Aquitaine a donc mené une étude pour définir le rôle des PAT dans l'intégration des enjeux de santé et environnement liés à l'agriculture et l'alimentation. Donc, c'est aujourd'hui l'objet de ce webinaire, vous présenter les résultats de cette étude. Et donc, je vais laisser juste après la parole à Sarah Coste, qui vous présentera son travail, ce travail mené en 2023. Il va se structurer autour de 3 points. D'abord, elle va vous faire le rapport des leviers d'action à mettre en œuvre pour des systèmes agroalimentaires favorables à l'environnement et la santé. Ensuite, vous évoquez le rôle des PAT dans la mise en œuvre de ces leviers d'action et l'identification des freins rencontrés dans ce déploiement. Et enfin, vous parlez des recommandations pour lever les obstacles à l'efficacité des PAT dans les territoires afin d'améliorer cet impact sur les questions de santé et d'environnement. On vous proposera à la fin de cette présentation un temps de questions-réponses d'une trentaine de minutes. Vous êtes nombreux. Comme je vous l'ai dit au début, vos micros sont coupés. On prendra vos questions à travers le chat. Donc, on vous invite à l'alimenter tout au long du webinaire, à y partager vos remarques, vos ressources. N'hésitez pas aussi à témoigner sur ce que vous vivez au quotidien, sur ce sujet-là, sur des expériences que vous avez pu rencontrer. Sarah a déjà préparé son diaporama, il est projeté, donc je te laisse la parole pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, merci Maïwen pour cette introduction. Alors donc moi je m'appelle Sarah Coche, je suis ingénieure agronome, je suis spécialisée en protection des plantes et de l'environnement. Et à la suite de mon diplôme, j'ai réalisé un master spécialisé en innovation et politique pour une alimentation durable, qui est plus connu sous le nom d'IPAD. Et c'est à la suite de ce master que j'ai rejoint l'unité alimentation de la DRAF Nouvelle-Aquitaine en mai dernier pour une mission professionnelle. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la réalisation de l'étude dont je vais vous présenter aujourd'hui les résultats. 15 milliards d'euros par an, c'est un chiffre qui donne le vertige et pourtant voilà à combien s'élèvent les coûts cachés de l'alimentation, c'est-à-dire les dépenses qui sont engagées par les pouvoirs publics en France pour tenter de compenser ou de réparer les dommages environnementaux et de santé qui sont engendrés par les systèmes agroalimentaires. Connaissez-vous la théorie du donut? Alors, bien que l'heure du déjeuner approche, je ne vous parle pas là de votre dessert de midi, mais plutôt d'une boussole environnementale et sociale. Celle-ci, elle définit un plafond environnemental qui est basé sur les 9 limites planétaires. À ce plafond environnemental s'ajoute un plancher social qui matérialise les droits humains et les besoins essentiels des individus pour assurer leur épanouissement, et parmi lesquels la santé et l'alimentation. Mais voilà, la planète bleue a viré au rouge. En 2023, ce sont 6 et bientôt 7 des 9 limites planétaires qui ont été franchies. Et en franchissant ce plafond environnemental, eh bien, nous avons d'ores et déjà quitté ce que les scientifiques appellent un espace de fonctionnement sécurisé pour l'espèce humaine. Ces dépassements, ils sont la conséquence directe des activités humaines sur les milieux naturels. Et dans ce bilan, nous allons le voir, la production agricole porte une lourde responsabilité. Saviez-vous qu'aujourd'hui, malgré un système agroalimentaire qui est en surproduction et qui s'offre même le luxe du gaspillage, l'insécurité alimentaire concerne 2,4 milliards de personnes dans le monde. En France, ce sont plus de 8 millions de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, ce qui représente 17% de la population, dont certains agriculteurs et certaines agricultrices qui dépendent de l'aide alimentaire. Finalement, la principale cause de la sous-nutrition dans le monde, ce n'est donc pas le manque de quantité disponible, mais c'est bien l'incapacité de certaines populations à y accéder,
du fait des inégalités de droits et de capacités qu'elles subissent, notamment financières et politiques. 17%, c'est aussi le taux de la population touchée par l'obésité en France. Et oui, aujourd'hui, la malnutrition qui est due à la surconsommation calorique, eh bien, elle touche autant de personnes que la dénutrition. L'OMS, elle prévoit même que plus de la moitié de la population mondiale pourrait être atteinte de surpoids ou d'obésité d'ici 2030. Elle parle de dynamique épidémique. Et ce n'est pas tout, car sur le plan sanitaire, on va le voir, les externalités négatives du système agroalimentaire ne se limitent pas à l'obésité. Alors, Duru et Fardet, dans leur publication de 2022, ils mettent en évidence l'implication de 4 facteurs majeurs dans les dommages environnementaux et de santé causés par les systèmes agroalimentaires. Parmi ceux-là, tout d'abord, l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse, la production et la consommation excessive de produits animaux, et enfin la production et la consommation de produits ultra transformés. Et pour vous détailler cela, je vous propose de faire un petit saut dans le temps. Nous voilà au milieu du XXe siècle. Les technologies développées pour la guerre sont réinvesties dans le secteur agricole et 4 innovations majeures vont venir révolutionner l'agriculture. Tout d'abord, les machines agricoles. Elles permettent le développement de la mécanisation qui va être facilitée par le remembrement agricole, c'est-à-dire la suppression des haies et des bocages qui sont de véritables réservoirs de biodiversité. La seconde innovation, ce sont les engrais de synthèse. Ils viennent remplacer la fertilisation animale, ce qui va entraîner une déconnexion de l'élevage et des cultures, c'est-à-dire que le schéma de la polyculture élevage va éclater pour laisser place à une agriculture spécialisée, sectorisée, qui va se concentrer sur un petit nombre de cultures végétales et de variétés à haut rendement, notamment issues de semences hybrides. Le paysage agricole, il se simplifie, il s'homogénéise et tout ça, ça entraîne une fragmentation et une dégradation des habitats naturels qui vont bien sûr impacter directement la biodiversité. Et du coup, eh bien, l'intensification des pratiques agricoles va entraîner une utilisation croissante des engrais et des pesticides de synthèse. Et les pesticides, eh bien, ça pollue les milieux naturels. C'est bien connu, en plus de contaminer l'air, ils contaminent aussi les eaux de surface et en pénétrant dans les sols, ils s'infiltrent en profondeur jusqu'à contaminer les nappes phréatiques. Tout cela, ça entraîne un dépassement des normes de qualité qui sont établies pour les eaux souterraines, et ça sur l'ensemble du territoire français. La pollution des milieux naturels, elle entraîne aussi donc une dégradation des habitats pour les espèces sauvages. Ça fait des pesticides l'un des principaux facteurs responsables de l'effondrement des colonies mellifères en Europe et du déclin des populations d'insectes et d'oiseaux. Et du fait de la persistance des pesticides dans les milieux, eh bien, il y a encore de nombreuses substances qui sont interdites pourtant depuis plusieurs décennies, qui sont toujours détectées dans les sols, dans les eaux et plus largement dans les écosystèmes. La population, quant à elle, elle est exposée aux pesticides au travers de plusieurs voies de contamination. Et à ce sujet, eh bien, l'INSERM, dans son rapport de 2021, a établi une liste des pathologies qui sont liées aux pesticides de synthèse et parmi lesquelles on retrouve 4 maladies maintenant reconnues comme maladies professionnelles. Vous les avez affichées à l'écran: le lymphome non-Hodgkinien, le myélome multiple, cancer de la prostate et plus récemment la maladie de Parkinson. Par ailleurs, l'impact de l'utilisation d'engrais azotés sur le changement climatique, elle tient à l'émission du protoxyde d'azote. C'est un gaz à effet de serre qui a un haut pouvoir de réchauffement. Il compte pour plus de 10% des émissions nationales de gaz à effet de serre et il est également destructeur de l'ozone atmosphérique. Du côté des engrais phosphatés, c'est l'excès de phosphore dans les sols qui va participer à augmenter leur érosion. Et tout ça, eh bien, ça libère le carbone qui est stocké dans les sols et ça contribue au réchauffement climatique. Les nitrates et le phosphore, ils se retrouvent aussi notamment dans les sols et dans les eaux souterraines et de surface. Et du coup, cette pollution, elle va entraîner un phénomène d'eutrophisation. Et du coup, en fait, la présence de nitrates, elle est détectée dans la majorité des nappes phréatiques métropolitaines, ce qui affecte la qualité de l'eau potable. Et l'eutrophisation, eh bien, c'est synonyme de perte de biodiversité, puisque c'est notamment à l'origine des phénomènes de prolifération des algues et de zones mortes, quand le phosphore, lui, va se retrouver dans les eaux douces, puis dans les océans, et va entraîner ce qu'on appelle un phénomène d'anoxie des océans, qui est susceptible de menacer une grande partie de la biodiversité océanique. L'usage d'engrais azotés, ça impacte également la santé humaine, notamment du fait de l'exposition aux nitrates,
dont la contamination va induire des risques de cancer colorectal, de cancer du sein, de maladie de la thyroïde ou encore d'anomalies du tube neuronal. Les engrais phosphatés, quant à eux, ils contiennent des traces de plomb, d'arsenic, d'uranium, de chrome, de mercure, de cadmium, et ce dernier, il est cancérogène et mutagène reprotoxique. Bon, néanmoins, toute cette révolution agricole, elle entraîne une explosion des rendements. En une cinquantaine d'années, la production céréalière et fruitière triple, la production luminaire, elle, est multipliée par 5. Et alors que ces rendements agricoles ne cessent de croître, l'alimentation animale, elle devient massivement disponible et à bas coût. Et de fait, cette production animale, elle va augmenter fortement et s'insérer dans un système industriel qui est en plein essor. Et cette industrialisation des modes d'élevage, elle amplifie le recours aux intrants de synthèse, tout ça pour assurer une production suffisante d'alimentation pour les animaux. Tout est si bien qu'aujourd'hui, la production de viande et de produits laitiers, elle mobilise plus de 80% de la surface agricole utile qui est nécessaire à la totalité de notre alimentation en France. La production animale, c'est aussi un contributeur majeur au dépassement des limites planétaires en matière de dérèglement climatique, de changement d'usage des sols et de perturbation du cycle de l'azote. Je m'explique. Sur ce graphe que vous voyez à l'écran, on a les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation alimentaire en France. Et on constate que 67% de ces émissions, elles proviennent directement de la production agricole. Or, la production animale, elle totalise à elle seule 85% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Et ça, c'est dû notamment à l'émission de méthane, qui est rejetée par la fermentation entérique des ruminants et par les effluents d'élevage, et qui a un pouvoir réchauffant, tenez-vous bien, 30 fois supérieur à celui du CO2. Cette pollution, elle tient aussi à l'émission du protoxyde d'azote. Et là, c'est un gaz à effet de serre qui est 298 fois plus réchauffant que le CO2. Celui-ci, il provient notamment des effluents d'élevage, mais aussi indirectement de la production d'alimentation animale, qui, on vient de le voir plus tôt, est elle-même issue de monocultures consommatrices en engrais azotés et responsable d'un changement d'affectation des terres, notamment via la déforestation. Par ailleurs, les modes d'élevage intensifs ils sont également à l'origine de contaminations environnementales et sanitaires qui sont dues à l'utilisation massive d'antiparasitaires et d'antibiotiques. Ceux-ci ils se retrouvent dans les sols et dans les eaux et ils ont également un impact sur la santé humaine. On parle d'antibiorésistance qui est responsable dans le monde de 1,27 million de décès par an. L'intensification de l'élevage et l'homogénéisation génétique de certaines populations animales, ça provoque également l'apparition de maladies zoonotiques. Ce qui est toutefois important de souligner, c'est l'importance des modes d'élevage dans ce bilan, puisqu'il faut considérer les services qui sont rendus par les élevages herbagers extensifs de ruminants, qui, dans certaines zones, vont permettre le maintien et la valorisation de prairies permanentes, une matière végétale qui est non concurrente de l'alimentation humaine et qui constitue des écosystèmes spécifiques, puis de biodiversité et aussi à haut pouvoir de séquestration de carbone. Alors que les rendements végétaux et animaux ils ne vont pas cesser d'augmenter, les industries agroalimentaires elles vont profiter de la disponibilité abondante de denrées alimentaires peu coûteuses et très caloriques. S'ensuit donc une forte augmentation de la production et de la consommation de produits ultra transformés. Ceux-ci, ils sont riches en sucre, en graisse et ils sont caractérisés par la présence d'additifs et d'auxiliaires technologiques. Et reproduire ces recettes industrielles à l'infini, ça nécessite d'uniformiser les matières premières agricoles. Les industriels ils vont donc imposer des cahiers des charges stricts aux agriculteurs et de fait, ces industries agroalimentaires, elles contribuent fortement à orienter l'agriculture vers une dynamique de spécialisation et d'uniformisation. Et du coup, elles sont aussi moteurs de la dépendance des engrais et des pesticides de synthèse et des produits vétérinaires. La production agricole, finalement, elle se standardise. Et aujourd'hui, ces aliments ultra transformés, ils constituent 2/3 de l'offre en supermarché. De manière générale, la consommation de produits ultra transformés, c'est bien connu, elle est associée à une augmentation du risque de surpoids et d'obésité, mais aussi de maladies cardiovasculaires, de diabète, de symptômes dépressifs et de cancer. Mais depuis quelques années, cette course à la productivité, elle s'essouffle.
Les rendements agricoles stagnent, voire baissent, car ce système agroalimentaire industriel, il devient finalement victime des pressions qu'il exerce sur l'environnement et notamment sur la biodiversité, qui est pourtant un facteur primordial à la production agricole. Et oui, saviez-vous que l'agriculture, ça compte comme le plus important déterminant de perte de biodiversité? Les scientifiques, en ce sens, décrivent, et je cite, une sixième extinction de masse, un anéantissement biologique sans précédent. Or, qui dit effondrement de la biodiversité, dit effondrement des fonctions qui lui sont associées. On appelle ça les services écosystémiques. Et ceux-ci, eh bien, ils sont indispensables à l'agriculture puisqu'ils assurent notamment la régulation de la qualité de l'eau et des sols, le contrôle des bioagresseurs ou encore la pollinisation. Bref, vous l'aurez compris, la préservation de la biodiversité, c'est fondamental. Et c'est également fondamental pour la santé humaine. Et cela, ça s'explique par le rôle des microbiotes. On en entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'ensemble des micro-organismes vivants dans un écosystème donné. La définition est un peu barbare, mais pour vous donner un exemple, eh bien, un microbiote du sol diversifié, ça va assurer une production alimentaire qui présente une plus grande diversité bactérienne et donc une plus grande densité nutritionnelle. Un autre exemple, être en contact d'un environnement naturel, qui lui est caractérisé par une diversité microbienne, eh bien c'est associé à un microbiote intestinal favorable au renforcement du système immunitaire. C'est pourquoi reconnaître le rôle essentiel de la biodiversité dans la protection de la santé globale, qu'il s'agisse des écosystèmes, des animaux d'élevage ou des êtres humains, eh bien, c'est absolument essentiel. Et c'est donc primordial de traiter simultanément les enjeux environnementaux et de santé plutôt que de les envisager en silo et de considérer de manière holistique l'ensemble des défis environnementaux et sanitaires auxquels la transition agroalimentaire doit apporter des réponses. Et ceci, ben, ça passe par le déploiement de solutions intégratives qui vont bénéficier à la fois à la santé des humains, des animaux et des écosystèmes, selon une approche One Health ou une seule santé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Merci Sarah pour ces éléments de contexte. Ça a permis un peu de poser le cadre de l'étude et puis voilà, de revenir sur l'historique de ce qu'on vit aujourd'hui et les dommages environnementaux et sanitaires qui sont causés par le système alimentaire hérité. Sur la base de ces constats, tu vas maintenant, donc, suivant un peu le déroulé qu'on a prévu, donc, nous présenter les leviers d'action à mettre en œuvre pour assurer une transition vers les systèmes agroalimentaires favorables à l'environnement et la santé. Tu as identifié ça sur la base de ta lecture, donc diverses revues scientifiques, mais aussi revues de recommandations comme la future SNANC. Une SNANC qui a été, je le rappelle, dressée par le Conseil national de l'alimentation, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et la note collective de 54 organisations de la société civile, coordonnée par le réseau Acclimatation. Je te redonne la parole pour la suite. Alors oui, quel levier d'action finalement pour des systèmes agroalimentaires favorables à l'environnement et à la santé? Eh bien, la littérature académique, elle s'accorde sur la nécessité d'engager une transition à deux volets, à la fois agricole et alimentaire. Tout d'abord, une transition agroécologique. On va chercher là à réconcilier notamment la biodiversité et l'agriculture, mais également une transition alimentaire, et ce afin de favoriser l'adoption de comportements alimentaires sains et durables. Il s'agit donc d'agir à la fois sur l'offre alimentaire, c'est-à-dire la production agricole, et sur son accessibilité, c'est-à-dire d'adopter une approche systémique du paysage à la parcelle agricole, de la production à l'assiette, et finalement de la fourche à la fourchette. Et pour y parvenir, eh bien, la communauté scientifique, elle souligne le rôle déterminant des territoires. Allez, je vous en dis plus. Réconcilier agriculture et biodiversité, voilà le défi majeur auquel doit notamment répondre la transition agroécologique. Et ceci, eh bien, ça passe tout d'abord par diversifier les productions agricoles sur les territoires, ce qui implique d'une part de rééquilibrer les productions animales et végétales. On va chercher là à réduire les cheptels industriels tout en maintenant l'élevage extensif qui est indispensable à la valorisation de certains paysages. On va chercher à augmenter la production de légumineuses, mais également à reconnecter les cultures et l'élevage. Et ceci, ça passe par la promotion notamment du modèle de la polyculture élevage. Reconcevoir nos paysages agricoles, c'est également multiplier les sources de production nourricière. Et c'est donc diversifier les espèces et les variétés qui sont cultivées, diversifier les races qui sont élevées sur les territoires,
Tout ceci en s'assurant bien sûr que celles-ci soient adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. Car refaçonner des paysages agricoles diversifiés, c'est favorable à la biodiversité. D'autre part, on va chercher à répondre aux dégâts environnementaux et sanitaires causés par l'utilisation des contaminants agricoles. On l'a vu, les pesticides et engrais de synthèse et les produits vétérinaires. Et en ce sens, eh bien, le modèle de l'agriculture biologique, il s'impose comme une partie de la solution. Cependant, la pérennité de ce modèle-là, elle repose sur les services écosystémiques, dont on l'a vu tout à l'heure, les niveaux de fourniture dépendent directement de la biodiversité. Restaurer la biodiversité, c'est donc un enjeu clé. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de coupler le cahier des charges de la bio avec une approche de diversification végétale au sein des parcelles. On va chercher à multiplier les espèces cultivées tout en préservant les espèces sauvages. Concernant le volet alimentaire, il va s'agir là de favoriser l'adoption de comportements alimentaires sains et durables. Et ceux-ci sont entendus au sens de régimes diversifiés, végétalisés, composés de produits peu transformés et majoritairement issus de l'agriculture biologique. Et à ce sujet, le récit dominant, c'est celui du consommateur. C'est une vision qui part du postulat que des mangeurs et des mangeuses bien informés seraient en capacité d'adopter une alimentation saine et durable et entraîneraient dans leur évolution l'ensemble du système agroalimentaire. Cependant, il y a de nombreux travaux qui soulignent les limites de la responsabilité individuelle. Et la littérature scientifique, eh bien, elle s'accorde finalement sur l'effet limité, voire nul, de ces actions de sensibilisation lorsqu'elles sont menées de manière isolée. Et cela, ça s'explique par le fait que les mangeurs et mangeuses sont dépendants et dépendantes des environnements alimentaires. Ce sont l'ensemble des conditions qui déterminent et qui influencent nos comportements alimentaires. Et dans cette étude que je vous présente aujourd'hui, la définition qui est retenue, c'est celle qui est proposée par Brocard et Sojo dans leur étude de 2023, où ils vont distinguer 4 environnements alimentaires, qui vont conditionner d'une part l'accessibilité physique et géographique, mais également économique, socioculturelle et informationnelle à une alimentation saine et durable. L'action publique, elle ne doit donc pas se limiter à dicter de nouvelles habitudes alimentaires, elle doit plutôt porter sur ce qui conditionne nos comportements en matière d'alimentation, et ce, en agissant en faveur de l'établissement d'environnements alimentaires favorables à l'adoption de régimes sains et durables. Allez, je vous en dis plus. Agir sur les environnements alimentaires, c'est tout d'abord favoriser l'accessibilité physique à une alimentation saine et durable, c'est-à-dire s'assurer de la disponibilité d'une offre alimentaire saine et durable dans les points de vente et de distribution et dans la restauration hors domicile. Et pour ce faire, on va donc améliorer la qualité de l'offre qui est proposée dans l'ensemble de ces secteurs. On va mobiliser la distribution, la restauration collective publique et privée, la restauration commerciale, mais également le secteur de la distribution alimentaire solidaire, dont celui de l'aide alimentaire. Agir sur les environnements alimentaires, c'est aussi favoriser son accessibilité géographique, c'est-à-dire agir sur les paysages alimentaires en améliorant la distribution, le maillage géographique des points de vente et de distribution sur les territoires. Et ce, afin notamment d'identifier et de lutter contre les déserts et les bourbiers alimentaires. D'autre part, l'action publique, elle doit également porter sur l'amélioration de l'accessibilité économique à une alimentation saine et durable. Et ceci, ça passe évidemment par lutter contre la précarité alimentaire, tout cela en soutenant des initiatives de solidarité et de démocratie alimentaire qui sont engagées dans une démarche de durabilité. Par ailleurs, nos comportements alimentaires, ils sont façonnés par les normes et par les représentations sociales. C'est pour ça que c'est important de promouvoir un nouveau narratif qui est inclusif et positif sur l'alimentation saine et durable pour favoriser son accessibilité socio-culturelle. Et ceci, ça va passer notamment par réguler les pressions marketing et publicitaires. On entend par là interdire celles pour des produits alimentaires qui auraient un mauvais profil nutritionnel et environnemental. Et on va du coup chercher plutôt à promouvoir une nouvelle approche du patrimoine agricole et gastronomique du territoire qui va lier plaisir, environnement, santé, et tout ça via des campagnes de communication qui sont multimédia, multipartenaires, pour encourager à adopter une alimentation saine et durable. Et on va aussi chercher à mobiliser le pouvoir de prescription des professionnels et professionnels en matière de comportement alimentaire, mais aussi des leaders et leaders d'opinion. Et ça passe notamment par renforcer la place de l'alimentation saine et durable, à la fois dans les formations initiales et continues, des principaux et principales prescripteurs et prescripteuses en matière de comportement alimentaire. On pense par exemple au domaine de la santé, de la petite enfance, au corps enseignant ou encore au domaine du social.
Et enfin, eh bien, favoriser l'accessibilité informationnelle à une alimentation saine et durable, c'est tout simplement éduquer et sensibiliser les mangeurs et les mangeuses à tous les âges de la vie. Sarah, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par bourbier alimentaire pour aller un peu plus sur sur ce terme? Oui, effectivement, j'ai pas donné la définition. Les déserts alimentaires, en fait, ce sont des endroits où il n'y a pas ou peu d'offres alimentaires, peu de points de vente alimentaires. Et les bourbiers alimentaires, ce sont des endroits où il y a une offre alimentaire, simplement une offre qui va pas être qualifiée de saine et durable, et notamment des quartiers ou des communes où il y a majoritairement des fast-foods. Ok, merci. Donc là, tu viens de nous présenter les leviers d'action territoriale pour pour les systèmes alimentaires favorables à la santé et l'environnement euh, donc avec les deux volets, donc à la fois agricole et alimentaire. Donc concernant le volet agricole, si je résume un peu la transition agroécologique, elle doit permettre de réconcilier agriculture et biodiversité au travers de la diversification notamment des productions sur le territoire et l'amélioration des pratiques agricoles vers une agriculture biologique diversifiée. Concernant le volet alimentaire, nécessaire d'agir sur les déterminants qui conditionnent les comportements alimentaires. Donc là, tu viens de les lister, ils sont inscrits. Donc, l'adoption de comportements alimentaires sains et durables, favoriser une meilleure accessibilité, qu'elle soit physique, géographique, économique, socioculturelle et d'information. Ceci étant posé maintenant, donc les questions, il y a quand même la question, donc l'objet de ce webinaire, c'est les mesures que les PAT euh, peuvent prendre, quels sont les outils de mise en œuvre à ces leviers d'action sur les territoires. Eh bien, pour répondre à cette question, on va articuler cette étude autour de deux grandes questions de recherche. Tout d'abord, en quoi les PAT sont-ils moteurs d'évolution vers la reconception de paysages et de pratiques agricoles? Et par la suite, en quoi ils sont moteurs d'évolution vers l'établissement d'environnements alimentaires favorables à l'adoption de régimes sains et durables? Et notre territoire d'étude, c'est celui de la Nouvelle-Aquitaine. Nous voilà dans la première région agricole de France. Celle-ci, elle s'articule autour de bassins de culture spécialisés en grande culture, en viticulture et en bovin viande. La polyculture et le polyélevage y représentent 11,5% des exploitations et la surface agricole utile en bio, elle s'élève à 9,2%. Le diagnostic a été réalisé en 2022 dans le cadre du projet de recherche Céréalina. Il a révélé que les systèmes agroalimentaires de la région Nouvelle-Aquitaine, ils sont à l'origine de la dégradation des milieux naturels, l'air, les eaux, les sols et d'une érosion de la biodiversité. Et oui, la Nouvelle-Aquitaine n'échappe pas aux constats globaux que je vous ai présentés en introduction. Et en ce sens, ce diagnostic, il fait mention de l'agriculture comme le premier facteur de perte de biodiversité dans la région. Tout ça quand la moitié des masses d'eau de surface sont classées en état écologique moyen ou critique et qu'un tiers des eaux souterraines de la région sont décrites comme en mauvais état chimique. Par ailleurs, les secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche y pèsent pour plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre régionales. Finalement, ce diagnostic y fait état d'une durabilité environnementale dite mise en péril, dans un contexte qui est marqué, on le sait, par le perspective d'un réchauffement global de plus 1,8 à plus 2,4 degrés d'ici 2050. Et côté santé, eh bien, le diagnostic il fait mention de 47% des habitants en surchange pondéral, dont 32% en surpoids et 14% d'obèses. La Nouvelle-Aquitaine, elle compte, pour répondre à ces grands enjeux environnementaux et de santé liés à l'agriculture et à l'alimentation, 39 projets alimentaires territoriaux labellisés. Et cette étude, elle s'est intéressée aux PAT qui sont déjà engagés dans leur phase opérationnelle, c'est-à-dire aux PAT qui sont labellisés de niveau 2. Ils étaient au nombre de 8 en mai 2024 lors de la réalisation de cette étude. Il y a une enquête donc qui a été réalisée, qui a été basée sur une approche qualitative semi-directive, et elle a été réalisée auprès des chargés de PAT de niveau 2, et il y en a 7 sur les 8 qui ont répondu favorablement à la sollicitation d'entretien. Ces 7 territoires, ils ont obtenu leur reconnaissance de niveau 2 en mai 2024, et ils permettent d'appréhender la diversité des paysages agricoles de la Nouvelle-Aquitaine et aussi une pluralité d'échelles de mise en œuvre des PAT. C'est pour ça que cet échantillon, finalement, il compose un échantillon qui est représentatif des démarches alimentaires qui sont menées dans la région. Le but de cette enquête, c'était d'une part de recenser les actions qu'ont menées les PAT
et qui s'inscrivent dans la mise en œuvre des leviers d'action que je viens de vous présenter, mais surtout de récolter les freins et les difficultés que rencontrent les chargés de mission à investir ces leviers d'action territoriales. Les résultats de ces entretiens, ils ont ensuite été confrontés à l'ensemble des PAT de la région Nouvelle-Aquitaine lors d'un atelier de concertation. Et il y a aussi une douzaine d'entretiens qui ont été menés auprès d'acteurs et d'experts et expertes régionaux et nationaux pour compléter cette étude. Et les citations donc, que je vais vous énoncer dans la partie qui suit, elles sont toutes issues des entretiens qui ont été menés auprès des chargés de PAT et elles ont été anonymisées. Alors, les résultats que je vais vous présenter là, ils n'ont pas valeur d'exhaustivité concernant les actions qui sont menées dans les PAT enquêtés, mais ils visent à présenter la diversité des témoignages qui ont été recueillis au sujet des facteurs de réussite et des freins et difficultés qui ont été rencontrés par les chargés de projet à investir les leviers d'action territoriale qu'on a identifiés précédemment. Donc là, tu vas d'abord commencer par le volet agricole et donc nous expliquer un peu ce que tu as pu retenir via ces entretiens du rôle des PAT dans la transition agroécologique vers la reconception de paysages et de pratiques agricoles durables. Tout à fait. Et eh bien, pour commencer, le sujet de la diversification des productions agricoles, il est très peu investi dans les PAT enquêtés. Et pour cause, ben, cette thématique, elle n'est pas forcément considérée comme une priorité. Elle fait même généralement face à l'indifférence des élus qui vont plutôt prioriser l'investissement du volet alimentaire. Et cela autour d'une dynamique de valorisation en local des productions qui sont déjà existantes sur les territoires. À ce sujet, les chargés de PAT enquêtés confient que quand on parle de PAT, les élus pensent à relocalisation ou encore que les élus ont voulu mettre la priorité sur le local. Ainsi, peu importe en fait la qualité des denrées alimentaires qui sont produites sur le territoire, le local prime. Et à ce sujet, un ou une chargée de PAT nous dit que on prend le problème finalement du mauvais côté, on va aller regarder ce qu'on produit en local et faire manger ce qu'on produit en local. Il n'y a donc pas de remise en question du paysage agricole. On ne remet pas forcément en question ce que l'on produit, nous dit un ou une des chargés de PAT enquêtés. C'est pourquoi finalement le diagnostic qui est réalisé lors de la phase émergente des PAT, il dresse un panorama des productions qui sont déjà existantes sur le territoire, il quantifie la demande alimentaire du territoire et tout ça pour y adapter la production agricole. Un ou une chargée de PAT nous dit on adapte toujours la ressource à la demande dans cette phase émergente du PAT concernant ce volet agricole. Et pourtant, la demande en local, eh bien, elle devrait plutôt s'adapter aux ressources agricoles qui sont productives sur le territoire, notamment au vu des conditions pédoclimatiques locales. En ce sens, le diagnostic, il devrait plutôt baser ses conclusions sur la réalisation d'une étude prospective. Celle-ci présenterait les scénarios de diversification des productions agricoles sur le territoire, et tout ça dans le but de refaçonner un paysage agricole durable, c'est-à-dire composé de productions diversifiées qui sont adaptées au contexte pédoclimatique local. Et à ce sujet, eh bien, les PAT ils peuvent compter sur un réseau de partenaires assez dynamique sur le sujet, les PNR, les CIVAM ou encore les chambres d'agriculture. Les chargés de PAT, ils soulignent d'ailleurs que le PAT aurait toute légitimité à s'emparer de ce sujet, mais à condition qu'il le fasse avec des partenaires qui sont déjà bien ancrés sur les territoires. Une chargée de PAT nous dit à ce sujet, il faut savoir s'entourer des bons partenaires. Il faut se coordonner entre structures, il faut juste trouver sa place et ne pas se confronter car on n'est pas nombreux et on n'a pas beaucoup de moyens. Dans les territoires viticoles, la campagne d'arrachage des vignes, elle vient là imposer finalement la nécessité de lancer les réflexions sur le devenir du paysage agricole. Et d'ailleurs, c'est une problématique qui, sur ces territoires-là, bénéficie d'un fort portage politique. Cependant, la légitimité du PAT auprès des viticulteurs et viticultrices, elle est parfois remise en question dans le cas où leur filière n'aurait pas été historiquement intégrée dans le PAT, du fait souvent que celui-ci va plutôt s'intéresser à des productions nourricières. Ce qui est essentiel, c'est donc d'intégrer les acteurs de la filière viticole au PAT et ce dès sa construction pour faciliter la prise de dialogue sur ces sujets. Alors, certains PAT mènent des actions en faveur de l'amélioration des pratiques agricoles vers une agriculture biologique diversifiée. Et ceci, ça se traduit notamment par la création d'espaces tests agricoles en archipel et menés en bio. Ça se traduit aussi par l'exonération de la taxe foncière non bâtie pour certains agriculteurs et agricultrices bio, ou encore par le financement de diagnostics de conversion.
Le PAT, il peut aussi se faire relais du label Territoire bio engagé, aussi dit TBE, qu'il peut relayer auprès des communes. En fait, cette labellisation, elle est entièrement prise en charge par la région et la Draft Nouvelle-Aquitaine, et elle permet de valoriser des collectivités qui sont engagées dans cette démarche de la bio, qui peuvent alors afficher le fameux panneau TBE à l'entrée de leur commune. Alors, la viabilité de toutes ces actions, elle repose cependant sur une volonté politique qui est assumée en faveur de la bio. Or, eh bien, la bio ne fait pas consensus auprès des élus. Et ce manque de portage politique, il est désigné comme le principal frein à la définition d'objectifs plus ambitieux et d'actions concrètes pour soutenir le déploiement de la bio. Et finalement, le sujet de l'amélioration des pratiques agricoles par le soutien de la bio, il n'est jamais priorisé et ce n'est pas un axe de travail classé donc prioritaire dans les PAT enquêtés. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui reste peu investi. À ce sujet, il y a un ou une chargée de PAT qui nous dit que la bio a beau être une action affichée par le programme bio, programme Ambition Bio au niveau national, ce n'est pas une action prioritaire. Pour pallier à ça, eh bien, il y a certains chargés de PAT qui communiquent auprès des élus plutôt sur la préservation de la ressource en eau. Et c'est une stratégie qui se révèle d'ailleurs tout à fait efficace puisqu'elle a abouti à la mise en œuvre d'actions concrètes sur les territoires, notamment le déploiement du label Terre de Source ou encore la mise en place d'aides directes aux agriculteurs et agricultrices bio. Et à ce sujet, une chargée de PAT nous dit: nous avons convaincu les élus de développer des aides pour la bio car les élus étaient partants pour travailler sur la qualité de l'eau. Et sur ces sujets, eh bien, les chargés de PAT peuvent s'appuyer sur un réseau d'acteurs de la bio moteur et dynamique, AgroBio, la MAB ou encore le GAB et j'en passe. Sur certains territoires, le partenariat avec les chambres d'agriculture est quant à lui décrit parfois comme difficile à articuler, notamment autour de ces sujets de changement des pratiques. On va maintenant s'intéresser au volet alimentaire et au rôle des PAT dans l'établissement d'environnements alimentaires qui sont favorables à l'adoption de régimes sains et durables. Et dans les PAT enquêtés, ce qu'on voit, c'est que ce volet alimentaire, il est davantage investi comparé au volet agricole. Et de fait, ben, celui-ci, en fait, il est directement priorisé par les élus. À ce propos, il y a un ou une chargée de PAT qui nous dit: ce levier est plus facile car il fait plus consensus. L'amélioration de l'accessibilité physique à une alimentation saine et durable, c'est un sujet sur lequel les chargés de PAT ne parviennent généralement à mobiliser que le secteur de la restauration collective. Et ce notamment eh bien, au travers de formations auprès des cuisiniers et cuisinières. Alors cela, ça permet tout d'abord une montée en compétences, notamment sur les sujets de la cuisine végétarienne et de l'approvisionnement en produits bio et végétaux. Mais le but de cette opération, c'est aussi de mettre en réseau les chefs de la restauration collective pour faciliter les échanges de bonnes pratiques. Cependant, ben, la limite de cette action, elle réside dans la difficulté qu'ont les chargés de PAT à rassembler davantage d'intéressés et aussi à adopter une démarche d'aller vers ceux qui sont les moins sensibilisés sur ces sujets. Par ailleurs, il y a certains PAT qui ont également affiché dans leur feuille de route le déploiement de plateformes d'approvisionnement en produits bio et locaux. Les PAT, ils peuvent aussi promouvoir le label établissement bio engagé, qui est entièrement pris en charge comme le label TBE par la région et la Draft Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le label EcoCert en cuisine. Et celui-ci, qui est un label payant, eh bien, le PAT peut financer par exemple le premier audit pour encourager les établissements de restauration collective à s'engager dans cette démarche. Ce dernier label, j'insiste dessus parce qu'il est particulièrement intéressant puisqu'il certifie une démarche qui est intégrative. En fait, il va pousser à investir à la fois le sujet de l'approvisionnement en bio, mais aussi la végétalisation des assiettes et la cuisine à partir de produits bruts. Concernant l'amélioration de la qualité de l'offre en Restauco, eh bien, les PAT vont souvent s'en tenir à l'objectif de la réglementation Egalim. Et ceci, ça s'explique essentiellement par un manque de portage politique à poser des objectifs plus ambitieux. À ce sujet, un ou une chargée de PAT nous dit: les élus se sont positionnés pour ne pas aller au-delà d'Egalim. Par ailleurs, le secteur de la restauration commerciale, il est lui difficilement mobilisable par les PAT. Ce n'est pas une surprise, malgré la volonté et les tentatives de certains chargés de PAT de les mobiliser, notamment par exemple via la structuration d'un marché d'intérêt local ou le déploiement de plateformes d'approvisionnement bio. Eh bien, ils rencontrent des difficultés à établir un partenariat durable. Et ça, eh bien, ça s'explique par le fait que généralement, les outils
proposent les PAT ne sont pas toujours dimensionnés pour répondre à la demande des restaurateurs et restauratrices, qui, eux, vont avoir besoin de livraisons quotidiennes et souvent sur de petites quantités. Il y a aussi la difficulté de générer une dynamique collective auprès de la restauration commerciale, puisque les démarches d'engagement, elles vont plutôt relever d'une initiative individuelle, hein, dans la mesure où il n'y a rien qui fédère en fait les restaurateurs et restauratrices. À ce sujet, un chargé de PAT nous dit c'est au bon vouloir de quelques restaurateurs. Et bien sûr, eh bien, le fort turnover, hein, de ce secteur va freiner d'autant plus leur mobilisation par les chargés de PAT. Cependant, eh bien, ceux-ci, on pourrait se rapprocher des chambres des métiers et de l'artisanat pour, par exemple, monter des formations sur l'alimentation saine et durable qui seraient dédiées à ce secteur de la restauration commerciale et également promouvoir et relayer le label écotable en cuisine. Les PAT pourraient en parallèle mobiliser l'office de tourisme pour après s'assurer que ces restaurants qui ont été labellisés écoutables sont valorisés dans les brochures de promotion du territoire. Concernant le secteur de la GMS, les grandes et moyennes surfaces, eh bien, il est intéressant de relever qu'il y a eu des tentatives de dialogue qui ont été initiées par les chargés de PAT enquêtés, mais celles-ci n'ont pas abouti à la mise en œuvre d'actions concrètes. Et oui, et on le sait, la grande distribution, elle suit les tendances du marché. Or, par exemple, le marché de la bio a tendance à être de moins en moins porteur ces dernières années. Et la grande distribution, elle exige aussi des garanties de volume et de qualité qui sont assez strictes sur l'approvisionnement. Et du coup, eh bien, les chargés de PAT, ils ont des difficultés à investir cet acteur privé. Ils ont quand même essayé de mobiliser les GMS, notamment dans le cadre du projet Terre de Source que j'ai mentionné plus tôt, mais les rallier, c'est difficile. À ce sujet, la chargée de PAT nous dit certaines ont répondu aux entretiens, mais assez peu. Et il en va de même dans le cadre du projet de marché d'intérêt local où les chargés de PAT ont tenté de mobiliser le secteur de la GMS, mais en vain. Ils nous disent à ce sujet que Intermarché et Leclerc ont répondu qu'ils ne voyaient pas un intérêt particulier à ce genre d'outils, puisqu'ils ont déjà leur plateforme d'approvisionnement intégrée. À ce sujet, c'est intéressant de noter que la chargée de PAT, elle souligne que des grossistes bien structurés ont, eux, évoqué quand même un intérêt pour cet outil. Et du coup, eh bien, finalement, les chargés de PAT, ils se disent démunis quant à la nécessité de trouver des débouchés pour les filières bio auprès de la grande distribution. Et du coup, ben, ils vont insister tous sur la nécessité d'imposer un cadre réglementaire qui viendrait contraindre ces acteurs privés à s'engager dans une démarche de durabilité. Ils disent à ce propos, il manque un cadre juridique et réglementaire imposé par la loi. Puisque, eh bien, en l'absence en fait d'une compétence juridique des collectivités territoriales, le PAT, il a besoin de ce cadre législatif parce qu'il peut s'appuyer dessus pour justifier sa légitimité à mobiliser les acteurs privés. Finalement, en fait, instaurer un cadre réglementaire, ça permet aussi de contraindre le portage politique. Il y a un ou une chargée de PAT qui nous dit à ce sujet qu'avec la loi Egalim, les élus sont par exemple obligés d'investir le sujet de la bio. Un autre chargé de PAT nous dit qu'un portage politique étatique, ça permet finalement d'aller directement dans l'action. Et enfin, si on s'intéresse au secteur de la distribution solidaire, on voit que celui-ci, il reste très peu mobilisé dans les PAT enquêtés, hein. Parmi ceux qui ont été interrogés, il y a un seul PAT qui mobilise ce secteur, et ce, en dispensant une aide au financement de denrées alimentaires sous condition d'achat de produits de qualité. Euh, mais évidemment, le secteur de la distribution solidaire, notamment celui de l'aide alimentaire, il évolue dans un contexte de forte augmentation de la précarité alimentaire. Et finalement, ces associations d'aide alimentaire, elles vont concentrer leurs efforts plutôt sur les volumes que sur la qualité. Le sujet de l'accessibilité géographique, maintenant, eh bien, il est lui aussi très peu investi dans les PAT. Parmi les chargés de projet que j'ai enquêtés, il y en a certains qui évoquent la réalisation d'une cartographie, mais qui va porter uniquement sur les points de distribution de produits locaux. Elle n'est donc pas exhaustive et elle n'informe pas non plus sur la qualité de l'offre qui est proposée dans ces points de vente. Et du coup, bien, en l'absence de cette cartographie des paysages alimentaires, il est difficile pour les chargés de PAT d'investir le sujet de la lutte contre les déserts et les bourbiers alimentaires. À ce sujet, les PAT, ils pourraient s'appuyer sur une cartographie des commerces bio certifiés qui a été réalisée par l'agence bio euh, et qui permet de constituer une première base, mais qui reste bien sûr à compléter avec un géoréférencement qui est là exhaustif, hein, de l'ensemble des points de vente alimentaires et également de caractériser cette offre qui est proposée sur les critères
de produits végétaux bruts et issus de la bio. Cependant, on sait que les chargés de PAT vont être confrontés à la problématique de la disponibilité et de la transparence de la donnée concernant l'offre proposée, notamment par les acteurs de la distribution. Une fois que cette cartographie elle est établie, les PAT ils doivent travailler en transversalité. La transversalité, c'est vraiment le mot-clé pour investir ce sujet des environnements alimentaires et elle doit s'effectuer avec l'ensemble des politiques du territoire. Les services d'urbanisme, le commerce, les transports et tout ça pour mettre en place une politique de lutte contre les déserts et les bourbiers alimentaires. Alors, comment est-ce que concrètement on peut s'y prendre? Eh bien, tout d'abord, on peut s'insérer dans la politique de revitalisation des bourgs qui est portée par les Comcom et les communautés d'agglo. On peut aussi s'insérer dans les commissions départementales sur la répartition des zones commerciales. Et une fois qu'on s'est inséré dans ces commissions départementales et dans cette politique de revitalisation des bourgs, on va plaider en faveur de l'implantation de points de vente et en faveur d'une redynamisation des commerces de proximité qui proposent une offre saine et durable. On va aussi plaider pour restreindre l'implantation de fast-food et pour articuler la politique des transports à la localisation des points de vente sur les territoires. Et pour asseoir la légitimité des PAT à investir ces questions et pour renforcer un peu cette transversalité au sein des territoires, ben ça pourrait être intéressant que les chargés de PAT saisissent l'opportunité de la réécriture des statuts des EPCI pour y inscrire le volet alimentation et puis faire de même en fait pour l'ensemble des politiques des territoires. Alors, hormis une action de soutien à la création d'une épicerie sociale et solidaire, ben, ce sujet de l'amélioration de l'accessibilité économique, il est encore peu investi. Les PAT, ils pourraient à ce sujet, par exemple, apporter un soutien financier aux initiatives de solidarité et de démocratie alimentaire. On pense par exemple à soutenir des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, à soutenir la création de groupements d'achat, de magasins coopératifs, d'épiceries sociales et solidaires, voire même d'en impulser l'entreprise, et ce, en mobilisant eh bien, les partenaires adéquats sur le territoire. La question de l'accessibilité socio-culturelle à une alimentation saine et durable, eh bien, elle n'est pas non plus vraiment investie dans les PAT enquêtés. À ce sujet, les PAT, ils pourraient toutefois mobiliser le pouvoir d'action des communautés de communes et d'agglomération pour interdire les pressions marketing et publicitaires, notamment dans les transports publics. D'autre part, les PAT, ils pourraient également mobiliser le pouvoir de prescription des professionnels et professionnelles en matière de comportement alimentaire. À ce sujet, il y a un exemple qui a été relevé sur un territoire euh, autour de la mobilisation du pouvoir de prescription du corps enseignant. Et là, c'est une action qui sensibilise en fait les étudiants et étudiantes de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, de l'INSPE, sur le sujet de l'alimentation saine et durable. En fait, les étudiants vont avoir des journées de sensibilisation et derrière vont devoir mener leur projet de stage autour de ce sujet de l'alimentation. Par ailleurs, eh bien, on va chercher à articuler les contrats locaux de santé avec les PAT et mettre cette articulation au service de la mobilisation du pouvoir de prescription des professionnels et professionnels de santé. Cependant, eh bien, cette transversalité, elle n'est observée que sur un seul territoire en Nouvelle-Aquitaine, parmi les PAT que j'ai enquêtés. Et ceci, ben, ça s'explique par le fait que les PAT et les CLS ne sont pas superposés ni géographiquement, ni temporellement. Il y a aussi le fait que peu de CLS comportent un volet alimentation. À ce sujet, il y a un ou une chargée de PAT qui nous dit les actions des CLS du département ne sont pas forcément en lien avec l'alimentation. Il y a un cloisonnement entre le CLS et le PAT. Et lorsque ce sujet d'alimentation il est investi, en fait, il est majoritairement axé sur la nutrition. La porte d'entrée des CLS sur l'alimentation, c'est celle de la nutrition et pas la bio, nous dit un ou une chargée de projet. Et elle complète en disant il y a un blocage politique sur le sujet bio et santé. Les chargés de PAT, ils peuvent quand même saisir l'opportunité de la réécriture du CLS pour y inscrire le volet alimentation. Et sur certains territoires, on voit que les élus sont moteurs et motrices de transversalité entre les politiques. Et ça, eh bien, évidemment, ça va favoriser le rapprochement entre les CLS et les PAT. À ce sujet, il y a un témoignage intéressant qui dit que nos élus ont une approche décloisonnée de l'agriculture et de l'alimentation. Nos politiques se croisent, elles ne sont pas traitées en silo. Et dès que le PAT a été créé, il y a eu la volonté de l'inscrire en transversalité avec les autres politiques de l'agglo. Oui, c'est possible. En revanche, sur d'autres territoires, le manque de portage politique, eh bien, ça traduit un manque de sensibilisation de certains élus sur le lien entre alimentation et santé.
Enfin, on arrive au sujet de l'éducation et de la sensibilisation du grand public à une alimentation saine et durable. Ce sujet, il est relativement investi dans les PAT enquêtés, notamment au travers du défi foyer à alimentation positive. Cependant, dans le cadre de ce projet, la promotion de la bio est caractérisée comme difficile par les chargés de PAT, qui vont dire à ce sujet que, eh bien, ce n'est pas vraiment ce que viennent chercher les gens. Quand on communique sur le défi, on ne met pas en avant le côté bio car il y a des gens qui se disent le bio, c'est pour les bobos, ce n'est pas pour moi. D'autres territoires vont investir le sujet de la sensibilisation à travers l'organisation d'un festival annuel sur l'alimentation durable, à travers la réalisation et la diffusion de courts-métrages qui vont chercher là à promouvoir l'agriculture bio, mais aussi à travers l'organisation d'un atelier débat sur les coûts cachés de l'alimentation. Mais dans toutes ces actions, se pose à chaque fois la question de l'aller vers, car ces événements, ils vont rassembler surtout des publics déjà initiés. À ce sujet, une chargée de PAT nous dit que ce festival qu'ils organisent touche des niches et des initiés, mais pas le grand public. Finalement, c'est toujours le même public de convaincus qui vient. Et du côté de ce défi foyer alimentation positive, la question de l'aller vers des publics non sensibilisés, évidemment, elle se pose également puisque la participation à ce défi, elle repose sur le volontariat des familles. Merci pour cet exposé sur la base des témoignages recueillis auprès des chargés de mission PAT que tu as encodés. Donc, tu as pu nous en citer pas mal et ça apporte des éléments de caractérisation du rôle des PAT dans la mise en œuvre des leviers d'action de territoire pour des systèmes agroalimentaires favorables à l'environnement et la santé. Euh, Au travers de ces témoignages, on a également mis en avance les freins systémiques à l'intégration de ces leviers d'action territoriale. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Voilà, nous parler un peu plus de ces freins. Oui, ben, tout à fait. Ben, du coup, le premier frein à l'intégration des leviers d'action territoriale pour des systèmes agroalimentaires favorables à l'environnement et à la santé, on l'a vu tout au long de cet exposé, c'est le manque de portage politique. Et ce dernier, il est absolument décisif car ce sont les élus qui vont déterminer la priorisation des enjeux qui sont traités dans les PAT. À ce sujet, il y a un témoignage qui explicite bien que les élus ont choisi les orientations du PAT. Et ce manque de portage politique, il traduit en fait un manque de sensibilisation des élus. Et ça porte notamment sur le sujet de la diversification des productions agricoles, sur l'importance de la bio, mais aussi sur la nécessité de décloisonner les politiques territoriales pour adopter une approche transversale de l'agriculture et de l'alimentation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enjeux catégorisés comme non prioritaires, les enjeux secondaires, eh bien, généralement, ils sont mis de côté dans les PAT, faute de moyens humains pour les traiter. À ce sujet, les chargés de PAT disent que les orientations qui sont données par les élus se font au détriment d'autres. Un ETP, ça suffit à peine à mener toutes nos actions sur le local. Enfin, un ou une dernière chargée de mission nous dit que on a toujours des nouveaux partenaires à aller chercher, des nouvelles thématiques à investir, et il faut du temps humain pour cela. Évidemment, outre le manque de moyens financiers, la question du financement, elle est également largement abordée par les chargés de PAT enquêtés, avec la nécessité d'être constamment dans la quête au financement, ce qui constitue évidemment un frein au montage de projets. À noter aussi que la légitimité des PAT à investir le volet agricole est parfois remise en question. Et concernant le volet alimentation, eh bien, les PAT, ils pâtissent aussi d'un manque de légitimité, cette fois-ci à mobiliser les acteurs privés, c'est-à-dire notamment la GMS et la restauration commerciale. Il faut aussi noter que si le PAT il permet d'impulser des dynamiques sur un territoire, il n'a cependant pas de légitimité juridique. À ce sujet, il y a un ou une chargée de PAT qui nous dit que noter une action dans un PAT ne contraint pas juridiquement un acteur ou une commune à la réaliser. Merci pour cette suite. Alors finalement, on va aller quand même, donc là, tu as pu nous montrer un peu les freins et donc les leviers d'action, mais maintenant, quelles sont les recommandations pour que les PAT puissent se saisir de ce sujet-là et repartir aussi avec quelques idées, et pas que les PAT d'ailleurs, c'est plutôt pour la montée en compétence des PAT, donc ça implique aussi d'autres acteurs autour.
Eh bien ouais, pour une montée en compétences des PAT, eh bien, il est nécessaire tout d'abord, on l'a vu, hein, de sensibiliser et de charger de sensibiliser et de former les chargés de PAT à l'ensemble des thématiques qu'on vient de voir. C'est une mission qui demande une grande transversalité et je pense que c'est important aussi eh bien, de communiquer sur ces leviers d'action territoriale qu'on vient d'identifier au travers de cette étude. Et sensibiliser et former les chargés de PAT, eh bien, c'est pour que eux aussi, ils puissent à leur tour sensibiliser leurs élus à l'importance d'adopter, on l'a vu, une approche holistique de ces enjeux de santé-environnement pour y apporter une réponse qui soit systémique. La formation des élus, c'est un élément clé. Il va permettre d'assurer un portage politique qui va être favorable à reprioriser les axes de travail qui sont investis dans les PAT en faveur de l'investissement des leviers d'action qu'on a identifiés dans cette étude. C'est aussi absolument nécessaire de communiquer sur le fait que les actions de relocalisation, elles doivent être mises au service de la valorisation des productions du territoire qui sont engagées dans une démarche de pratiques vertueuses pour la santé et pour l'environnement. Et afin d'asseoir la légitimité des PAT à investir le volet agricole dans le cadre de cette transition agroécologique, on l'a vu, vers la conception de paysages et de pratiques agricoles durables, eh bien les PAT, ils gagneraient à devenir des contrats agricoles et alimentaires territoriaux. Il faut aussi clarifier, on l'a vu, la complémentarité du rôle des PAT et de la Chambre d'agriculture pour assurer leur coordination sur les territoires. Et il faudrait aussi eh bien développer une expertise agricole au sein des PAT en recrutant un ou une chargée de mission qui serait dédiée à ce sujet de la diversification des productions et au sujet du déploiement d'une agriculture bio diversifiée. Le potentiel des PAT à agir maintenant sur les environnements alimentaires, on l'a vu, il dépend de leur capacité à articuler leurs actions en transversalité avec l'ensemble des autres politiques territoriales, l'aménagement urbain et rural, la santé, le transport ou encore le commerce. Et les PAT, ils sont cependant pas outillés sur ce sujet des environnements alimentaires pour mobiliser, on l'a vu, les secteurs de la restauration commerciale et de la grande distribution, dans la mesure où les collectivités territoriales n'ont pas de pouvoir coercitif sur ces acteurs privés. C'est pourquoi, eh bien, les chargés de PAT, ils nécessitent un cadre réglementaire sur lequel ils pourront s'appuyer, qui viendrait contraindre ces acteurs privés à s'engager dans une démarche de durabilité concernant leur approvisionnement, mais aussi à contraindre ces acteurs privés à la transparence de leurs données quant à la proportion de produits bio, végétaux, bruts qu'ils proposent à la vente. Ce cadre réglementaire, eh bien, il pourrait être incarné par cette fameuse future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, la fameuse SNANC, qui est bon, attendue depuis, depuis juillet 2023. Et c'est d'ailleurs dans le cadre en fait, de cette future SNANC qui est parue en mai dernier, donc en mai 2024, une nouvelle instruction technique pour la reconnaissance des PAT de niveau 2. Celle-ci, elle ambitionne en fait de renforcer les critères de labellisation de niveau 2 en intégrant deux nouveaux axes, vous m'avez vu venir, un sur la santé et un sur l'environnement. Cependant, les enjeux de santé-environnement, bah, là encore, ils sont abordés en silo. Cette approche, en fait, qui est défendue par cette nouvelle instruction technique, elle répond pas du tout à la nécessité d'aborder de manière holistique la santé-environnement et d'en faire un objectif qui est intrinsèque à l'ensemble des actions qui sont menées dans le cadre des PAT. Et enfin, eh bien, pallier au manque de moyens humains et financiers, ça constitue un facteur qui va être déterminant dans le passage à l'opérationnalité des PAT sur ces sujets de santé-environnement. Et à ce sujet, eh bien, pourquoi pas investir euh, plutôt dans la transition agroécologique vers des systèmes agroalimentaires favorables à l'environnement et à la santé, car quoi de mieux pour Horizon que le droit à une alimentation durable et saine pour toutes et tous. Merci de votre attention. Merci Sarah, tu peux reprendre ton souffle également et peut-être boire un peu d'eau. Merci à tous aussi d'avoir suivi et été actifs dans le chat. On a vu que ça avait suscité certaines réactions et on va prendre les questions qui sont ressorties. Donc je laisse la main à Alexia qui a pu faire la synthèse de tout ça. Oui, merci beaucoup. Il y a certaines questions qui ont été posées. Je les rappellerai parce que c'est peut-être intéressant pour certaines, enfin, d'autres personnes d'aller voir les réponses. Mais peut-être commencer sur la méthode de l'enquête. La dernière question qui est arrivée dans le chat, là, c'est du PAT Sud-Gironde, donc la chargée de mission PAT Milena Pigna, pardon, qui pose la question sur la sélection des... Comment est-ce que les PAT enquêtés ont-ils été choisis?
parce qu'elle remarque que le PAT étudiant n'a pas été enquêté. Or, elle souligne qu'ils ont un fort investissement sur le volet alimentation-santé en lien avec le contrat local de santé du territoire. Voilà, si tu peux répondre à cette question pour commencer. Ouais, alors c'est vrai que je l'ai rapidement évoqué dans la méthodologie, mais le choix, il a été fait de plutôt aller interroger des PAT qui étaient déjà engagés dans une phase opérationnelle. Et en fait, on s'est concentré uniquement sur les PAT qui étaient labellisés niveau 2 déjà en mai 2024. Et sur la base de cette sélection-là, on a vérifié que ces PAT, ils permettaient de capter un peu l'ensemble de la diversité des paysages agricoles de la Nouvelle-Aquitaine et aussi de capter une diversité de mise en œuvre du PAT en termes d'échelle de mise en œuvre. Et finalement, bah, une fois qu'on a validé ces critères-là, on s'est limité ben, du coup 7 sur les 8 qui ont répondu favorablement à la sollicitation d'entretien, mais à ces PAT de niveau 2 pour la phase d'enquête. Merci beaucoup. On a une autre question aussi sur plutôt le périmètre de l'enquête. Quelqu'un de la communauté de communes Lavalette du Drôme, du coup en Charente, qui posait la question, les autres opérateurs agricoles ne sont pas cités, je pense notamment aux coopératives agricoles. Est-ce que ça faisait partie aussi du scope de l'enquête? Alors, cette enquête-là, elle a pas, disons qu'en amont des entretiens qui ont été menés avec les chargés de PAT, il n'y a pas forcément eu la volonté d'aller justement, lors de ces entretiens, cibler certains acteurs ou interroger les chargés de PAT quant à la mobilisation de certains acteurs en particulier. Le but, c'était de mener des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire que ce sont quand même des questions ouvertes, et justement de voir lors de l'enquête quels sont les acteurs qui ressortent le plus, quels sont les acteurs les plus mobilisés. Et effectivement, les coopératives agricoles n'ont été citées dans aucun des entretiens que j'ai menés, ce qui explique le fait qu'ils n'apparaissent pas du tout dans ces résultats, qui sont euh, le reflet des témoignages en fait que j'ai recueillis moi lors de cette enquête. Et merci beaucoup. J'ai encore une autre question sur les types d'acteurs à mobiliser. Une question de Terre de Liens, donc de Fabien Desbordes, qui nous pose la question comment est-ce qu'on peut mobiliser les lycées hôteliers en lien avec les PAT dans les PAT? Est-ce que dans les entretiens que tu as eus, les lycées, ça faisait partie, enfin les lycées hôteliers en particulier, ça faisait partie des acteurs avec lesquels travaillaient les PAT? C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, c'est pas des acteurs qui ont été mentionnés. Les lycées agricoles ont été mentionnés, notamment dans le cadre de la création d'espaces tests agricoles où il y a parfois du foncier disponible. Et du coup, il y a un partenariat qui se met en place. Et d'ailleurs, assez naturellement, c'est des acteurs qui ont été, d'après les chargés PAT que moi j'ai enquêté, facilement mobilisés. Maintenant, effectivement, les lycées hôteliers, c'est pas. Non, c'est pas un acteur qui a été cité ou mentionné, donc j'ai pas forcément d'éléments de réponse là-dessus, mais je pense que par contre, ça serait effectivement des acteurs à cibler et à mobiliser pour tâter un petit peu l'intéressement qu'ils pourraient avoir sur ces sujets-là de santé environnement et pourquoi pas les intégrer dans certaines actions des PAT, effectivement. Ouais. Merci. Bah, là-dessus, je rebondis, mais sur cette question-là, justement, de rapprochement entre les PAT, les acteurs de territoire et de l'enseignement agricole et restauration collective, alimentation, on organise un webinaire le 13 février sur ce sujet avec l'intervention de deux lycées agricoles et du campus régional de la restauration collective. Donc, si c'est du sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Petite parenthèse, fin de la pub. Je reprends les questions. Donc, il y avait une question de Christelle Boivin de la DRAF. Je ne sais pas quelle DRAF, par contre, j'ai pas réussi à voir, mais qui était preneuse de retour sur la mobilisation des étudiants INSPE sur le cadre d'intervention de cette mobilisation-là. Ouais, alors, faudrait que je reprenne mes notes à ce sujet pour en dire plus, mais en gros, c'est un territoire qui a mobilisé les étudiants qui étaient, je crois, en dernière année de l'INSPE. Et il y avait une ou deux journées de sensibilisation à ce qu'est l'alimentation saine et durable. Et ensuite, ces étudiants, ils devaient mener leur projet de stage auprès des élèves sur le sujet de l'alimentation saine et durable et de la promotion de l'alimentation saine et durable auprès des enfants. Et je vois que c'est effectivement des journées de sensibilisation qui ont lieu au cours de leur année de Master 1 et Master 2. Voilà, moi, j'ai pas forcément plus d'éléments en tête, mais par contre, je pourrais revenir vers vous Ouais, pour vous donner, non, pour aller refouiller un petit peu mes entretiens et voir si j'avais plus d'éléments et même vous donner le contact du territoire. C'est le Grand Angoulême
qui a mené cette action-là, le PAT du Grand Angoulême, en partenariat avec l'association L'Atelier du Placard. Merci beaucoup. On avait une question de Terre de Liens sur, tu as évoqué le fait de réduire les pressions publicitaires et on a parlé pas mal d'actions au niveau territorial, PAT au niveau local. Comment est-ce qu'on peut agir sur les pressions publicitaires au niveau local? Je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus ou s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui ont des réponses là-dessus, n'hésitez pas à Oui, répondre. c'est vrai que voilà, mais je vois que Anna Fauché dit Grenoble l'a fait, c'est ce que j'allais dire. C'est pour l'instant, je pense que l'exemple le plus probant qu'on a, c'est l'exemple de Grenoble. Et, euh, ça serait intéressant d'ailleurs de les interroger à ce sujet pour savoir un petit peu quels ont été les facteurs de réussite à la mise en place de cette action-là. Mais je pense que le portage politique sera le premier facteur de réussite qui sera identifié si jamais on les interroge. Mais je pense que oui, c'est l'exemple pour l'instant le plus probant. Et je vois qu'elle vient de partager un lien dans le chat, donc moi je vous invite à aller voir ce lien-là pour avoir plus d'infos et à vous rapprocher aussi, euh, à vous rapprocher d'eux pour avoir leur retour d'expérience et, euh, et pouvoir échanger à ce sujet là-dessus. Ouais, merci à Let's Food pour ce retour d'expérience. On a encore d'autres questions sur comment, pardon, encore une fois, une question d'acteur. A-t-on une idée, donc Carole Landon de Terre de Liens, a-t-on une idée du rôle actuel des chambres d'agriculture dans les PAT en Nouvelle-Aquitaine? Chez nous, donc je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais elles ont un rôle clé. J'imagine que ça va peut-être difficile de répondre parce que tu n'as pas enquêté l'ensemble des PAT, mais peut-être que tu peux répondre sur ce que tu as enquêté. Oui, effectivement, moi enfin, l'enquête on va dire, se concentrait pas forcément sur le partenariat et l'articulation champ d'agriculture PAT. C'est plus un acteur qui est revenu au cours des discussions que moi j'ai eues sur ces sujets de santé-environnement. Il a été identifié comme un acteur à mobiliser, notamment évidemment sur la thématique du foncier, au travers de l'action création d'espaces tests agricoles. C'est un acteur qui a été cité dans les entretiens. Également sur le sujet de la diversification des productions agricoles, la Chambre d'agriculture a été aussi identifiée comme un acteur moteur sur ces sujets-là. Mais après, c'est vrai que j'ai pas forcément plus d'informations sur les autres types d'actions sur lesquelles les chambres d'agriculture sont mobilisées dans les PAT. Mais en tout cas, moi, voilà les deux éléments qui sont ressortis des entretiens que j'ai menés. Donc, ça dépend des PAT. Effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas non plus, nous, forcément fait une enquête là-dessus. Mais elles peuvent intervenir sur les missions qui leur incombent, donc sur effectivement les missions d'installation, l'observation du foncier en partenariat notamment avec les sapeurs, etc. Il y avait une autre question sur le rôle que pourrait jouer la DRAF. Donc ça, c'est une question de Guillaume Michel, donc chargé de mission développement agricole sur la communauté de communes Auvel-de-Sèvres dans les Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine. Donc, même question que les chambres d'agriculture, mais sur le rôle de la DRAF pour l'intégration des enjeux santé dans les PAT, qu'ils soient labellisés ou non. Alors, santé ou santé-environnement? Est-ce que Guillaume, Que la question oui, était... il a marqué santé, mais si tu veux préciser, Guillaume, à noter que... Alors, il précise à noter que dans la définition du pôle rural, les enjeux devront être abordés santé et Ok. santé-environnement. Alors effectivement, moi le cadre, donc la nouvelle instruction de la technique qui est sortie, donc elle est parue en mai 2024. Moi, les PAT que j'ai enquêtés n'ont pas été labellisés sur la base de cette nouvelle instruction technique, hein. Ils ont été labellisés sur la base de l'ancienne, qui intégrait pas forcément ces axes santé-environnement. Donc, ce qui serait intéressant déjà, ça serait de renouveler cette enquête enfin maintenant que les PAT ont fait cette mise à niveau pour voir effectivement quel est l'impact aussi de l'évolution de cette instruction technique sur la prise en compte des enjeux de santé-environnement, tout en prenant en compte les freins que j'ai cités tout à l'heure, hein, sur le fait que ces actions, enfin ces enjeux-là, ils sont évoqués encore une fois en silo dans cette instruction technique où on distingue la santé de l'environnement au lieu de l'intégrer de manière intrinsèque à chacune des actions qui seraient menées dans le PAT. Maintenant, le rôle de la DRAF et le but de cette étude aussi, là, c'est vraiment des résultats que je vous ai présentés avec une démarche et une approche recherche. Maintenant, le but, c'est de tirer de ça une sorte de feuille de route autour des enjeux de santé-environnement, d'outiller les chargés de PAT à ces sujets. Donc, c'est pour ça que, je pense, Maïwen, tu vas en parler tout à l'heure, je spoil un peu, mais il va y avoir en fait, ce webinaire-là qu'on vous présente aujourd'hui, ça introduit un cycle de travail
avec 2 autres webinaires sur ces sujets, santé-environnement, volet agricole et santé-environnement, volet alimentation. À ce sujet, sur le volet alimentation, il y a une boîte à outils qui est en cours de création par l'ALTA, qui va être publiée prochainement et qui recense en fait des actions, des initiatives qui sont menées sur des territoires dans des PAT autour de ces sujets des environnements alimentaires. On l'a vu hein, au niveau de l'amélioration de l'accessibilité physique, géographique, économique, socioculturelle, de sensibilisation. Donc ça, c'est un premier outil qui peut être mobilisé et que je vous encourage, les chargés de PAT, à aller consulter une fois qu'il sera publié. Je vous encourage aussi à adhérer d'ailleurs à la charte de l'ALTA. C'est un organisme qui est vraiment un organisme ressource sur ces sujets d'environnement alimentaire et il propose énormément de contenu et de webinaires sur ces sujets-là. Donc ça permet aussi, je pense, de monter énormément en compétences. Sur le volet agricole, ben, le but aussi de la DRAF, c'est un sujet effectivement et qui a été, pour l'instant, je n'ai pas à ma connaissance d'outils qui existent, mais peut-être qu'il y en a et que je ne les connais pas, mais d'outils qui existent, de boîtes à outils sur ces sujets agricoles. Donc, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, l'initiative de lancer cet outil-là, qui pourrait être un outil collaboratif. Mais en tout cas, je pense que les 2 prochains webinaires qui vont suivre vont déjà permettre de poser une sorte de fiche d'action, en tout cas de vous présenter, moi, en développant davantage sur vraiment les actions que j'ai recensées et sur comment les PAT peuvent entrer en opérationnalité sur ces sujets santé, environnement, agricole et alimentation. Et, et à partir de ça, le travail que moi j'ai mené, il permet aussi ben, d'éclairer la DRAF sur ces sujets santé-environnement et de leur donner une clé de lecture aussi à la lecture des dossiers autour de ces sujets-là pour l'attribution des labellisations. Ok, merci Sarah. Effectivement, on vous donnera un peu plus d'informations, enfin en tout cas on vous redonnera les informations pour les prochaines rencontres. Il y avait une autre question de Alice de la Vessière, une association Auxilia. Là, sur le rôle que peuvent jouer les ARS, les agences régionales de santé, pour l'intégration des enjeux santé-environnement dans les PAT, stratégie agricole et alimentaire territoriale. Donc, Donc j'imagine la question c'est quel pourrait être le rôle de l'ARS. ouais, quel rôle ils Alors, peuvent ça a fait partie des entretiens. Moi, j'ai mené, je me suis entretenue avec l'ARS. Le sujet de l'alimentation, c'est pas forcément un sujet qui est central dans les thématiques qu'ils mènent. Eux, ils se concentrent beaucoup sur la santé environnementale, qui est une définition différente hein, de la santé-environnement. L'axe alimentation, il est davantage investi via le volet nutrition. Et on l'a vu, nous, ça fait pas forcément partie des enjeux majeurs quand on parle d'enjeux qui lient santé et environnement. Donc, c'est pour l'instant pas forcément un partenaire qui est beaucoup ressorti, ou en tout cas un acteur qui est beaucoup ressorti aussi au cours des entretiens que moi j'ai pu mener avec les chargés de projet de PAT. Mais il y a aussi une volonté de la part de l'ARS encore une fois, de monter en compétence sur ces sujets, d'élargir aussi son champ d'action en termes d'alimentation. Donc, pour l'instant, ça se limite à la nutrition, mais, euh, mais il y a quand même une volonté de leur part d'élargir leur expertise. Merci Sarah. Euh, alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a Guillaume Michel, pour reprendre sa question, il parlait notamment, il voulait en savoir un peu plus sur la DRAF est un acteur majeur de l'agriculture et de l'alimentation et un interlocuteur aussi pour les PAT. Étant donné l'importance de l'agriculture et de l'alimentation sur les enjeux santé, euh, il pense que la DRAF fait aussi pas mal de choses sur ce sujet en lien ou non avec les PAT. Est-ce que ce sera intéressant de savoir quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Euh, donc, euh, euh, En dehors j'imagine, du cadre labellisation PAT, mais plutôt la DRAF dans ses actions, elle, en tant que direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Alors moi, c'est un sujet que je connais moins parce que du coup, j'ai été en stage là sur ce sujet-là pendant 6 mois, mais j'ai rejoint la DRAF en tant que chargée de mission alimentation il y a très peu de temps et je me concentre plutôt sur ces enjeux santé, environnement. Donc, j'ai pas forcément de vision plus large sur vraiment des actions qui seraient uniquement focus santé. Mais après, je peux me renseigner et revenir vers vous pour vous en dire plus. Mais je m'aventurerai pas sur ce sujet parce que je suis pas forcément sûre de pouvoir répondre de manière exhaustive.
En tout cas, c'est vrai que la DRAF, donc étant aussi la direction régionale, peut-être que voilà, ça pourrait être aussi répondu dans le chat et on pourra apporter des complémentaires si vous posez vos questions aussi par mail a posteriori. En tout cas, la DRAF, c'est aussi travaille aussi sur effectivement cette question forêt. Donc ça fait partie, ça peut être aussi pris en compte, c'est une donnée qui fait partie de cet environnement agricole alimentaire, l'utilisation des sols et puis la forêt qui est aussi un lieu de biodiversité, etc. Donc il y a aussi d'autres enjeux, effectivement. Enfin, la DRAF s'occupe aussi de ces sujets-là, mais pareil, on est moins informé de ce côté-là, mais peut-être que on pourra y répondre par ailleurs. Il y avait aussi une question sur la complémentarité entre DRAF et ARS sur les dispositifs d'appui, notamment vers une évolution des comportements et des environnements et ou des environnements alimentaires en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a des appels à projets communs? En tout cas, ce qu'on sait, nous, je suis pas certaine qu'il y ait des appels à projets communs à proprement parler, mais en tout cas, la DRAF invite l'ARS et l'ADEME à faire partie du jury pour les lauréats du programme national de l'alimentation. Mais pour plus de détails, je ne sais pas si tu en as, Sarah, ou sinon il y a peut-être des représentants de la DRAF Nouvelle-Aquitaine dans le binaire. Donc, si vous souhaitez répondre à cette question, n'hésitez pas. Oui, effectivement, enfin, l'ARS fait aussi partie euh, est aussi intégrée dans les commissions de labellisation des projets, dans les commissions qui portent aussi sur la subvention des projets dans le cadre des appels à projets. Donc l'ARS et la DRAF travaillent ensemble sur l'instruction des dossiers, autant pour la labellisation que pour les subventions. Donc la complémentarité, elle se fait aussi sur les compétences que vont apporter chacun des partenaires. La DRAF, on est plus sur des sujets agriculture, alimentation avec une vision un petit peu plus large et transversale. L'ARS va plus se concentrer par exemple sur l'approche nutrition-santé dans la lecture des dossiers. Cette approche d'environnement alimentaire, c'est encore un concept qui est relativement émergent, en tout cas en ce qui concerne l'opérationnalité des projets sur ces sujets-là. Donc, moi, ça fait aussi partie de mon travail de pouvoir leur proposer cette nouvelle grille de lecture qui est davantage transversale et qui va permettre d'aborder les projets en justement en ayant un regard santé-environnement et non plus santé d'un côté, environnement de l'autre. Donc, je pense que ça va aussi faire partie, moi, euh, disons, de la montée en compétences que je pourrais leur apporter sur ces sujets-là. Mais oui, en tout cas, il y a évidemment une complémentarité entre la DRAF, l'ARS, et je citerai même l'ADEME, qui est aussi partie prenante dans les commissions de labellisation et de subvention des PAT. Merci. Donc, effectivement, on a une réponse de l'ARS dans le chat qui précise effectivement cette idée de complémentarité d'action. L'ARS a plutôt vocation à faciliter l'articulation des actions PAT et contre le code santé et rester sur le champ d'action des enjeux nutritionnels et santé environnementale comme l'eau, par exemple. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment avec ces 2 dernières minutes et ensuite on clôturera ce webinaire. Euh, Alors, on a une question plutôt de contextualisation, enfin plutôt de définition. Quelle est la différence entre santé-environnement et santé environnementale, s'il y en a une? Alors, la santé-environnement, c'est ce que je vous ai défini là pendant ma présentation. Et la santé environnementale, ça va plus être l'impact de l'environnement sur notre santé, la qualité de l'air, par exemple, ce genre de choses-là. Après, peut-être que Marion de la l'ARS pourra donner une définition plus précise, mais moi, en tout cas, voilà la distinction que je ferai entre les deux, pour expliquer très simplement. En tout cas, voilà, pour refaire un peu une synthèse après ce temps de questions-réponses, je vais me permettre de résumer un peu ce qui s'est dit. Donc, on retiendra de la présentation l'importance d'adopter une approche holistique qui traite simultanément les enjeux de santé et environnement, plutôt que de les envisager en silo. Et au travers des leviers d'action territoriale que tu nous as présentés, tu as pu mettre en évidence des solutions intégratives qui bénéficient à la fois
à l'environnement et à la santé, selon l'approche One Health aussi que on connaît, et qui s'articule autour d'une transition systémique à deux volets. Donc, une transition agroécologique avec la diversification des productions sur les territoires et vers une agriculture biologique diversifiée, et une transition alimentaire vers l'établissement d'environnements alimentaires favorables à l'adoption de comportements alimentaires sains et durables. Tu défends à travers ton travail aussi la nécessité d'agir sur les déterminants qui conditionnent les comportements alimentaires. Tu nous as parlé de l'activité physique, l'activité géographique, économique, socioculturelle et d'information. Ton étude, elle a également permis de mettre en évidence les freins et difficultés rencontrés par les chargés de mission PAT à investir ces enjeux que sont la santé et l'environnement et de poser des recommandations pour favoriser leur montée en compétences sur le sujet. Tu soulignes ainsi l'importance capitale de portage politique dans le passage à l'opérationnalité des PAT sur ces sujets. Tu insistes également sur la nécessité d'inscrire les PAT dans d'une dynamique de travail transversale avec les autres politiques territoriales, comme l'urbanisme, le commerce, le transport, etc. Et tu mets aussi en évidence le manque de légitimité des PAT à mobiliser les acteurs privés euh, et en plaidant pour la mise en œuvre d'un cadre réglementaire qui contraigne les secteurs privés à s'engager dans une démarche de durabilité et sur lequel les chargés de mission PAT pourraient s'appuyer. Et enfin, tes résultats, ils font mention du manque de moyens humains et financiers des PAT, des freins majeurs à leur passage à l'opérationnel. Par ailleurs, nous, PQNA, donc Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine, aborde le sujet santé-environnement également à travers sa mission politique de la ville. Donc, comme on parlait de l'articulation des politiques territoriales, des politiques publiques, voilà, chez PQNA, on a cette mission aussi politique de la ville. Politique de la ville. Il y a eu un webinaire la semaine dernière sur la promotion de la santé dans les quartiers prioritaires de la ville, chose qui permet aussi de montrer, encore une fois, l'importance de travailler à plusieurs, de s'intéresser aux différentes échelles des politiques publiques. Et la santé et l'environnement est un sujet qui nous concerne tous. Donc, comme l'a dit Sarah, effectivement, c'est le premier webinaire qui souhaite ouvrir sur un cycle de travail qui va se poursuivre avec 3 autres temps. On a 2 temps à destination de l'ensemble du réseau, donc on vous invite à suivre l'actualité via notre lettre d'information auquel vous pouvez vous inscrire Et qui est dans le chat. et qui est déjà dans le chat. Merci Alexia. Il y aura un premier webinaire qui se focalisera sur le volet agricole, donc transition agroécologique, quel levier d'action pour les PAT. Et le deuxième webinaire qui se focalisera sur le volet alimentation, agir sur les environnements alimentaires, quel levier d'action pour les PAT. Et enfin, le troisième temps dont je parle, c'est un temps à destination des porteurs de projets PAT précisément. C'est un format qu'on appelle Café des PAT. Donc voilà, on vous enverra ces invitations. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents aujourd'hui. Vous étiez nombreux. L'étude vous a aussi été partagée dans le chat, mais on vous remet tout ça en tout cas dans un compte rendu avec le replay du webinaire, le support de présentation. Merci à tous. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions supplémentaires, à les poser à Sarah. On vous mettra également ses contacts dans le compte-rendu et on peut vous les mettre dans le chat là avant que vous partiez. Merci à tous encore d'avoir été présents et merci à Sarah pour ta présentation. Merci à vous. Bonne journée.